Je dois dire que même si la journée a semblé peut-être longue, elle a été très intéressante. Les gens à qui je parlais à l'extérieur de la salle m'ont dit que c'était très intéressant, qu'il y avait des remarques très intéressantes et ils sont très contents d'être ici et de participer. Alors, je voudrais applaudir tout le monde d'avoir tenu toute la journée. Nous sommes presque à la fin et nous avons un excellent discours de clôture. Merci beaucoup. J'aimerais vous présenter Amira Chavin de WellStar Technologies qui va présenter le conférencier. Merci Edwin. Vous faites un excellent travail en tant que maître de cérémonie. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de présenter la dernière séance de la journée de cette excellente première journée de la conférence. Félicitations à l'équipe. Je suis le PDG de WellStar Technologies, qui est la filiale technologique de Well Health, qui est l'exploitant le plus grand au Canada de cliniques, et nous soutenons à peu près 40 000 prestataires de soins dans nos sociétés cliniques et technologiques. Et en tant que filiale de Well Health, nous avons la capacité technologique pour la transformation des cliniques et pour fournir des solutions de diagnostic numérique et de gestion de la pratique et d'optimisation des revenus. Notre mission est d'autonomiser, d'habiliter les médecins pour qu'ils passent plus de temps sur les soins aux patients et moins pour leurs charges administratives. Nous sommes engagés pour bâtir de la technologie qui améliore la capacité humaine plutôt que la remplacer. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas seulement l'efficacité, mais c'est la réduction de la charge cognitive, le retour de la joie de la pratique médicale et une amélioration de la relation entre les médecins et les patients. C'est ce sur quoi nous nous centrons dans notre entreprise. Nous avons une relation unique avec nos cliniques et nos propres cliniques sont nos clients internes. C'est un grand client et c'est une occasion unique pour nous en tant que société axée sur la technologie, mais 95% de nos activités, ce ne sont pas des cliniques de Well Health. En fait, les gens pensent que nous nous centrons seulement sur nos propres cliniques. Nos propres cliniques sont en fait un gros client qui est interne, mais c'est un seul parmi de nombreux clients. Cela nous permet de raffiner les technologies dans des contextes cliniques avant de les fournir ensuite à tout l'écosystème. Et nous le faisons, par exemple, avec le déploiement de programmes de secteur public que nous testons dans nos propres cliniques avec nos propres technologies. Et nous voulons une transformation numérique axée sur le patient, et c'est d'ailleurs la passion du conférencier, Herco Comens, qui est le coordonnateur de la politique de santé numérique et au ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports des Pays-Bas, à La Haye. Il a travaillé sur les relations et les réseaux. Il a établi le National Health Information Council, un modèle qui rassemble tout le secteur aux Pays-Bas et à l'international. Il dirige la présidence et le secrétariat du Global Digital Health Partnership en 2024 et 2025 et il figure sur la liste HIMSS Future 50. Il travaille sur l'interopérabilité pour que les systèmes soient mis à l'échelle et dignes de confiance. Il va nous parler de la santé numérique, ce que nous avons appris par le passé, le présent et pour l'avenir. Il s'agit d'examiner de manière franche les pressions sur les systèmes de santé et de trouver une voie pour l'avenir. Il parlera de la normalisation, l'harmonisation, qui sont clés pour un avenir novateur au Canada et dans le reste du monde. Je vous demande de lui souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Comment allez-vous tous? Bon, à nouveau, comment allez-vous? Très bien.
Et quelle manière de terminer cette journée. Le niveau des exposés et des discussions était très élevé. Je parlais à Abby et Angela pendant la pause et la maturité des conservations qu'on a entendues aujourd'hui était très élevée. Vous pouvez en être très fiers et cela témoigne de la maturité de l'écosystème de santé numérique canadien. Alors, félicitations. Alors, je vais parler un petit peu de l'état de la santé numérique et vous vous attendiez à voir cet homme qui est le docteur Alain Labrique, directeur pour les données, l'IA et l'innovation à l'OMS, mais vous avez plutôt celui d'à côté. Alors, une note pour les photographes, avertissez-moi avant de prendre une photo. Alors, comme ça a été dit dans l'introduction, je travaille dans la magnifique ville de La Haye, mais je vis dans une autre ville qui s'appelle Deventer. Et Deventer est également connu pour son club de soccer ou de football. J'aime bien utiliser le mot football parce que c'est en fait un ballon qu'on tape avec le pied. Donc, je préfère le mot football. Et nous avons un centre-ville médiéval plutôt, qui est magnifique, similaire un peu à ce que ressemble la vieille ville de Québec, mais nous avons aussi un événement annuel qui est le festival de Dickens. Et comme j'avais besoin de liens, je vais faire une chanson de Noël sur la santé numérique grâce à l'IA. Et je remercie l'IA d'avoir fait cette photo. Alors, on commence par le fantôme du passé. Alors, quand ces lithographies, ces peintures, ces tableaux ont été réalisés, les soins de santé, en fait, c'était dans la tête des médecins. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient détenir toutes ces informations essentielles et c'était une activité très détenue par les élites et la connaissance était transmise d'une personne à l'autre. Et vous voyez la peinture, le tableau de Rembrandt qui est dans le musée de La Haye. Et donc, c'est comme ça que l'information médicale a commencé. C'est le début. Et ensuite, alors qu'on avançait dans le temps, on a trouvé des manières de tirer parti des technologies industrielles et ainsi de rassembler les gens pour leur fournir des soins de santé, ce qui ne se faisait pas avant. C'était une relation individuelle entre le médecin et son patient. Alors qu'ici, on voit une organisation des soins de santé et l'arrivée de l'imprimerie nous a permis à l'humanité de propager l'information médicale beaucoup plus rapidement et elle a pu toucher un plus grand groupe. Donc ça, c'était la première étape pour ce qui était de propager l'information médicale. Donc il y a ici un modèle de croissance. Cependant, il y a 75 ans, dans les années 1950, il fallait 50 ans pour que la bibliothèque d'information médicale double. Alors que maintenant, il faut seulement 73 jours. Tous les 73 jours, la bibliothèque médicale, la quantité de matériel d'information médicale double. Ça, c'était le passé. Maintenant, je voudrais vous montrer une petite vidéo d'un documentaire sur l'évolution de la santé numérique. Les contractions de Madame Moore sont plus fréquentes maintenant. Non, il n'y a pas beaucoup de monde ici, il n'y a pas grand-chose. Oui, plus d'appareils.
le moniteur de pression de tension artérielle et les machines les plus chères au cas où l'administrateur viendrait. Voilà, très bien. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais il manque quand même quelque chose. Ah, un patient. Où est le patient? Le patient. Ah, elle est là, elle est là. Attention aux machines. Excusez-moi, docteur. Allez. Bonjour. Alors, ne vous inquiétez pas, on va vous traiter, on va vous guérir. C'est à nous de faire et on va s'occuper de tout ça. Injection. Est-ce que je peux mettre le tube dans la tête du bébé? Docteur, entrez. Qui êtes-vous? Je suis le mari. Ah, je suis désolé, seules les personnes impliquées, des personnes qui font le travail doivent rester. Qu'est-ce que je fais? Non, rien du tout. Vous n'êtes pas qualifié, c'est à nous de le faire. Et ça, c'est cette machine, c'est pourquoi? C'est la machine qui fait ping. Vous voyez, ça veut dire que votre bébé est encore vivant. Et c'est la machine la plus chère de tout l'hôpital. Ça a coûté 3/4 de livres sterling. Vous êtes chanceuse. L'administrateur est ici, docteur. Ah, allumez tout. Bonjour, messieurs. Très impressionnant, très impressionnant. Qu'est-ce que vous faites ce matin? C'est un accouchement. C'est quoi ça? Eh bien, c'est quand on prend un bébé et qu'on le sort du ventre de la dame. Oh, c'est merveilleux ce qu'on fait ces jours-ci. Oh, vous avez la machine qui fait ping, c'est ma favorite. Vous voyez, on l'a loué d'une entreprise. Il a fallu sortir de notre budget mensuel. Et c'est magnifique. Merci, merci. Nous essayons de faire de notre mieux. Continuez le travail. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait cette vidéo. Alors, qui pense que cette vidéo aurait pu être filmée la semaine dernière? En fait, elle date de 45 ans et c'est un sketch de la technologie des soins de santé et comment quelle était notre perception et notre point de vue à l'époque sur la technologie médicale. Et beaucoup de ces perspectives sont encore assez actuelles. Et voici maintenant, j'ai bien apprécié de pouvoir mettre un sketch des Monty Python dans mon exposé. Merci. C'est vraiment un de mes objectifs de vie qui est maintenant accompli. Alors, si on regarde maintenant la quantité d'informations que nous générons à l'heure actuelle, on en arrive à un paradoxe. Plus on a d'informations, moins on peut en partager et moins on apprend de cette information. Parce qu'on arrive à d'une époque où il y avait peu d'informations, une pénurie d'informations, ce qui était un obstacle pour accéder aux soins de santé parce qu'il y avait une ressource qui était en pénurie. On n'avait pas l'expérience pour utiliser les services. Mais maintenant, la grande abondance d'informations fait que on a des pressions additionnelles sur notre système de pression. Alors, ça, c'est une étude qui a été faite auprès d'internes aux Pays-Bas au début de l'année, où on a demandé comment les internes passaient leur temps chaque jour. Et on voit que 20% du temps est passé en contact avec le patient. Et 45% environ du temps est passé par des charges administratives, pas seulement les charges ou les activités administratives inutiles, et près d'une heure d'ailleurs en dehors des heures de travail. Et puis, il y a ensuite beaucoup de temps qui est passé en consultation professionnelle, consultation avec des professionnels. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre, un léger déséquilibre dans la manière dont on utilise l'expertise
le peu d'expertise, le peu de médecins qui sont à notre disposition. Et on voit aussi que si on fait ce qu'on fait, eh bien, l'espérance de vie continue d'augmenter et continuera d'augmenter. Cela veut dire que nous allons tous être de plus en plus vieux et que les dépenses augmenteront. La ligne jaune, ce ne sont pas seulement les gens qui vieillissent, mais il y a des coûts additionnels. Alors ici, vous voyez la situation aux Pays-Bas et on voit qu'on arrivera à plus de 200 milliards d'euros par an, ce qui pour nous est beaucoup d'argent. Et vous voyez aussi que cela aura une incidence sur notre économie. Et voici le pourcentage de dépenses des soins de santé par rapport au PIB. Et vous voyez ici qu'avec les changements démographiques, les coûts des dépenses de santé par rapport au PIB resteront plus ou moins les mêmes, mais il y aura d'autres coûts qui seront additionnels, qui seront additionnés. Donc maintenant, la question est, est-ce que c'est un système durable? On ne peut pas se le permettre. On n'a pas les ressources humaines. Mais nous vieillissons, donc nous nous attendons à pouvoir utiliser ces ressources. Alors voilà le problème. Mais il y a un espoir incarné par cet homme, le professeur John Cohn, qui est un fellow du Collège des ingénieurs et qui a dirigé le laboratoire de l'Internet des objets d'IBM. J'ai eu la possibilité d'entendre un exposé de sa part il y a quelques années à South by Southwest, au Texas, aux États-Unis, où il a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Il a dit qu'à l'heure actuelle, nous sommes à un carrefour. Nous pouvons faire en sorte que la technologie façonne la société. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, où la technologie a des effets positifs, mais aussi des effets négatifs sur notre capacité à façonner la manière dont on peut vivre et travailler et se divertir. Et il dit que plutôt que cela, ce que nous voulons, c'est que la société façonne la technologie. Et il a dit qu'on le ferait par le biais de normes. On a beaucoup parlé de normes aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans son exposé, c'est qu'il a dit que les normes, ça ne concernait pas la technologie, mais plutôt nos valeurs sociétales que nous traduisons ensuite en exigences pour la technologie, pour que la technologie fonctionne selon les limites de notre société et de manière à ce que ça nous aide à être plus humains plutôt que plus dépendants de la technologie. C'est pour cela que nous utilisons des normes. Alors, ça peut sembler technique et ennuyeux parfois, mais je dois dire que le travail que nous faisons est essentiel. Alors, quelles sont les valeurs sociales ou sociétales dont nous parlons? Et nous en avons entendu parler aussi aujourd'hui. Inclusion, autonomie, confidentialité, sécurité. Et on traduit cela en exigences pour des normes, par le biais de normes d'échange technique ou des classifications, des terminologies sémantiques, des programmes de certification, de la réglementation, des exigences en matière d'achat. Donc, la réglementation fait partie de notre manière aussi de codifier ce qui est important pour notre société et comment la technologie devrait donc jouer un rôle. Donc, notre rôle est essentiel. Et nous voyons ici que ça se produit partout. Chaque pays fait face aux mêmes problèmes, aux mêmes défis en matière de santé. Et ça ne s'arrête pas à nos frontières. Et nous sommes tous ici parce que nous avons la même discussion, que ce soit dans les provinces, les régions, dans votre pays, mais aussi partout. Et donc, au sein de toutes les frontières, et d'ailleurs, la notion de frontière est dissoute par la technologie, parce que la technologie ne voit pas les lignes qu'on a dessinées
sur une carte. Et donc, la santé numérique, de par sa nature, parce que c'est une technologie et c'est numérique, c'est international. On peut travailler au niveau national ou provincial, mais de par sa nature, c'est international. Et il y a une fenêtre d'occasion, une fenêtre d'opportunité qui est en train de se fermer, mais qui est toujours là, parce qu'on a vu qu'avec la COVID-19, il y avait une volonté d'utiliser la technologie comme habilitant pour nos systèmes de soins de santé pour l'avenir, pour se protéger contre les problèmes de l'avenir. Et on a des législations dans plusieurs pays qui définissent le système de soins de santé et un des piliers, c'est les données numériques et données de santé, donc qui font partie du système de santé de l'avenir. Et il y a également beaucoup de financement dans ce segment. Tout le monde dit qu'on n'a pas suffisamment d'argent, mais quand on regarde les dépenses ou les investissements de la part du public, mais aussi de la part d'investisseurs privés, ce sont des montants très élevés. Quelquefois, ce sont des investissements qui ne sont pas vraiment guidés ou orientés. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas de ressources. Et on a vu pendant la pandémie de COVID que la technologie est suffisamment mûre pour être déployée, mise à l'échelle, et elle a permis de fournir certains des services dont on veut vraiment. Et on continue de bâtir à partir de là. Donc, ces éléments, en fait, nous avons pratiquement tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Et donc, le moment est venu d'aller de l'avant. C'est notre responsabilité. Alors, je continue en regardant l'avenir, le fantôme des choses qui s'en viennent. Voici mes enfants, Emma et Simon. Et d'après le Bureau des statistiques des Pays-Bas, ils sont la première génération où la moitié d'entre eux pourront vivre jusqu'à 100 ans, et ce, en relativement bonne santé. Alors voici, ça c'est pas une image générée par l'IA, ce sont deux personnes qui en fait ressemblent beaucoup à mes enfants, à mon avis, quand ils auront 100 ans. Ils vivront pendant 100 ans ou même plus, en relativement bonne santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À l'heure actuelle, c'est jusqu'à l'âge de 70 ans à peu près. Donc, il y a des applications en matière d'éducation, de carrière, de retraite, de pension. Parce que si vous êtes un actif pour la société, il y a beaucoup d'implications. Et ce que nous faisons, c'est habiliter la technologie génomique et autres. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour permettre aux gens de vieillir en assez bonne santé. Et donc, cela a un impact sociétal fondamental. Et si nous devons travailler pour mes enfants, vous travaillez tous pour mes enfants maintenant. Donc, si on doit travailler pour eux, il faut avoir les aspects fondamentaux, faire en sorte qu'ils soient corrects. On en a beaucoup parlé déjà aujourd'hui, mais voici une diapo que le docteur Labrique m'a donnée parce qu'en fait, son exposé aurait été sur l'infrastructure publique numérique. Mais nous devons investir dans les choses appropriées, dans l'infrastructure à l'heure actuelle. Et on l'a déjà fait, on le fait dans différents endroits. Mais comme je l'ai dit, la question est internationale et mondiale. Et donc, nous devons travailler au niveau mondial. Et cela commence par une infrastructure physique dont on a déjà entendu parler dans une séance plus tôt aujourd'hui, avec une question de l'auditoire à l'effet qu'on a besoin de connectivité pour que tout fonctionne bien. Et puis, il y a également toute l'infrastructure en matière d'électricité et autres exigences liées à l'infrastructure physique. Ça, ce n'est pas seulement pour les soins de santé. Ensuite, il y a l'infrastructure publique numérique fondationnelle.
Et là, il faut souligner l'importance d'avoir des identités uniques et authentifiables. C'est essentiel et cela implique des défis en matière de confidentialité, mais la capacité de reconnaître les droits et les responsabilités d'un individu dans un espace numérique. Ça, c'est très similaire à la manière dont on le fait dans l'environnement physique. Et si vous n'êtes pas représenté dans l'espace numérique, eh bien, on aura créé une nouvelle inégalité qu'il faudra résoudre d'une autre manière et ce sera bien difficile. Et ce n'est pas seulement l'identité des citoyens, mais également l'identité de l'installation, toute une série, en fait, d'artefacts d'identité qui incluent les gens et pour lesquels on veut un identificateur unique. Et ensuite, il faut tous les protocoles pour l'échange de données. Et au niveau fondamental, ce n'est pas une question de soins de santé, c'est une question liée à la technologie d'Internet et la possibilité de faire des transactions. Il est dit ici services financiers, mais je parle de transactions parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement financier, mais il faut qu'il y ait un échange de données qui soit vérifiable et digne de confiance. Donc, la transaction elle-même doit être digne de confiance. Donc, vous avez là une infrastructure de confiance à partir de laquelle vous pouvez renforcer tous les autres secteurs, toutes les autres industries, l'un d'entre eux étant le secteur des soins de santé. Et donc, il y a une partie de tout cela qui commence à être internationale et mondiale, mais on a toujours une concurrence dans chaque pays pour construire cette infrastructure qui font partie de notre travail. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a tendance à se centrer sur la couche du haut et on oublie qu'il faut que les couches du bas soient déjà en place. Et si nous faisons cela, nous investissons dans la numérisation. Si on ne regarde que la couche du haut, ce sera une numérisation de la fragmentation. Ce sera des îles, de belles îles, mais qui ne seront pas connectées. Donc voilà le résumé de l'exposé du Dr Labrick. Il faut faire ce travail sur une base internationale pour avoir un alignement. Et de plus en plus, les parties essentielles de cette infrastructure publique numérique sont des actifs qui sont publiés comme des biens numériques mondiaux. Ça peut être des identités ou réseaux de confiance ou des actifs. Et il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, mais il s'agit de concurrence ou des ressources au niveau national. Donc, la collaboration mondiale est la clé. Merci au panel d'Abby demain matin. Il portera sur les partenariats mondiaux et l'interopérabilité mondiale. On ne peut pas faire ce travail sans les uns les autres et bâtir sur les points communs que nous partageons. Et aussi discuter des différences. Et l'orateur précédent avait dit que lorsque nous avons ces personnes dans la salle, nous avons une responsabilité réelle à franchir prendre le prochain pas. Nous avons des experts, des décideurs. Nous avons tous le pouvoir de construire le système de santé de l'avenir que nous souhaitons. Et si on ne le fait pas, eh bien, on revient à tout ce qu'on faisait avant. Ensuite, il y a une autre conférence l'année prochaine et on va repartir de zéro. Le défi est qu'il faut porter cette responsabilité le plus sérieusement possible en rejoignant l'action. Et maintenant, il faut parler de ces agents de l'IA bénévoles qui sont
Bien. Ce qui est intéressant, qui se passe en ce moment avec l'IA bienveillant, c'est que pour la première fois, les technologies antérieures que nous avions utilisées vont renforcer l'interface entre nous et les êtres humains, à savoir l'Internet. Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer entre nous en tant qu'êtres humains et de rejoindre un plus grand public. La première chose que l'IA fait, qui change la donne, est qu'il va imiter l'être humain. Ensuite, si vous recevez un appel sur votre téléphone, vous n'êtes peut-être pas certain si c'est votre mère qui vous appelle, même si vous entendez sa voix, parce que l'IA va nous imiter de façon unique. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une interface entre les êtres humains, les uns les autres, comme les réseaux sociaux, mais il y a maintenant un changement fondamental. Il s'agit aussi d'une grande occasion, car elle va nous permettre d'économiser nos efforts d'interaction avec la technologie en utilisant l'IA. Et les AI Scribe, c'est une excellente première étape. Nous avons déjà beaucoup discuté de la question, mais il s'agit ici de la plus grande occasion que nous avons. Bien entendu, il y a encore plus que nous pouvons faire dans l'utilisation de l'IA, mais nous essayons de nous imiter nous-mêmes en utilisant cette technologie. Et ce n'est pas quelque chose qui nous n'avons pas l'habitude au quotidien. Donc, il faut faire attention à la façon dont nous mettons en application ces technologies. Est-ce que nous sommes en train de construire la société que nous souhaitons avoir en matière de valeurs, ou maintenant est-ce qu'il y a un objet brillant vers lequel nous sommes attirés? Donc, il y a une responsabilité à considérer. Quelles sont nos valeurs de base? Pourquoi est-ce que nous bâtissons le système de soins de santé de l'avenir de cette façon? Qu'est-ce qui est important à nous? Personne n'entre dans le domaine des soins de santé en raison de la technologie. La plupart des personnes qui choisissent ce domaine veulent aider les autres, et c'est parce qu'ils adorent le côté humain de notre travail. Alors, gardez bien cela à l'esprit. Bon, qu'est-ce que nous avons comme résumé? Les trois fantômes du passé sont le passé, le présent et l'avenir. Ce sont des leçons à apprendre. La leçon ici est la suivante. Nous sommes tous en train de construire cette infrastructure et des services, mais nous devons considérer les valeurs essentielles qui sont intégrées dans ce système. Et il faut que celle-ci soit plus explicite. J'ai entendu parler de la valeur de la technologie des soins de santé qui a été exprimée en argent, mais pas beaucoup ont exprimé la valeur de la technologie en matière de la technologie euh, en matière de qualité de la vie ou augmentation de la qualité des soins ou de réduction de l'épuisement des cliniciens. C'est pour cela qu'on fait ce travail. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce genre de langage pour définir la réussite, car cela va nous aider à construire nos décisions futures. J'ai une liste ici des éléments à considérer. Nous avons besoin d'une infrastructure mondiale numérique qui va desservir les besoins personnels et locaux, parce que les soins de santé, au bout du compte, sont une question très personnelle, mais la technologie est cependant mondiale, donc nous devons rejoindre les deux côtés. Et cette technologie doit pouvoir être passée à grande échelle pour servir là où il y a des besoins
et être ciblé. Il faut aussi cibler les besoins des patients et des professionnels de la santé. Et il faut avoir ce qu'on appelle un système de soins de santé d'apprentissage, qui est l'étape où on peut utiliser les données que nous avons pour la prochaine version de notre système de santé, afin de l'alimenter, plutôt que de faire cela à chaque 20 ans, de faire une refonte complète. Et au bout du compte, il s'agit d'encourager de meilleurs résultats en matière de santé. Il faut que posez-vous la question, est-ce que vous êtes responsable envers ces résultats? Encore une fois, grâce à l'IA, j'ai demandé à l'IA de créer une image Uncle Sam. La leçon de Scrooge, bien sûr, c'est qu'au bout du compte, le fantôme de l'avenir n'a pas prédit son avenir de façon juste. Il lui a montré un futur possible où il y avait toujours de l'influence sur la conception de ce système. Et c'est mon message pour vous aussi. L'avenir de la santé numérique est en vos mains. Donc, prenez ensemble cette responsabilité commune de pouvoir façonner le système de santé de l'avenir ensemble et façonner l'avenir de mes enfants. Et c'est ce que j'aimerais terminer avec ça. Question. Ça, c'est parce que je parle beaucoup d'habitude. Des questions? Merci beaucoup. Je m'appelle Ed Chevinsky. Je suis avec Coalition Cancer Québec. Merci pour votre présentation très intéressante. J'ai une question ouverte pour vous. Je souhaite entendre votre point de vue. Excellent question. Question un peu inaudible. Très bonne question. La conférence Influit Partnership est certifiée comme incluant les patients. Donc, ça a été conçu en 2016, je crois, par une coalition néerlandaise, et je pense qu'il s'agit d'une excellente conférence. Jusqu'aujourd'hui, cette certification, est seulement possible si vous avez des patients partout dans l'organisation de votre programme. Donc, tout le conseil d'administration du programme a été conçu pour, comme j'ai dit, les valeurs de société dont j'ai dressé la liste, ce sont des valeurs pas seulement de société, mais aussi des valeurs personnelles. Il y a une responsabilité à prendre cela au sérieux. Et c'est ce que fait InfoRoute Santé du Canada lors de cette conférence, en étant accrédité comme intégrant les patients. Du point de vue européen, nous avons tendance à examiner le système beaucoup trop rapidement au niveau du système, et ensuite en essayant de la réduire en petites parties, en parties individuelles pour les patients. Cependant, au centre de la réglementation européenne en matière de soins de santé, qui est l'équivalent de GDPR, mais qui se concentre sur la gouvernance des données, qui aura lieu en mars de cette année. Au cœur de cela est le besoin de mettre le patient au centre de leurs préoccupations. Et tout commence en leur donnant le pouvoir de non seulement accéder aux données, mais aussi avoir une habilitation sur leurs données.
Ce sont des données portant sur eux. Il ne s'agit pas de propriété de données, mais plutôt de gardien des données, parce que la propriété, c'est une question légale. Donc, au cœur de la réglementation européenne, qui est l'instrument le plus fort de l'Union européenne, est cette notion que si nous voulons prendre au sérieux les données en matière de données, la seule façon de le faire à bien, en nous adhérant aussi aux valeurs de société, en respectant la loi, et de donner le pouvoir aux patients de choisir qui peut utiliser leurs données comment, et de créer un système axé sur cette philosophie. Autre question, Alex Dahl, Annick Knox, merci pour votre présentation, et aussi Monty Python. Dans la même lancée, j'aimerais entendre votre opinion sur les défis principaux de ce genre d'initiative. Quels sont les facteurs clés de réussite? Quelles sont les entraves? Et aussi, comment avoir cette infrastructure mondiale? Quelles sont les normes, les initiatives clés? Qu'est-ce qui serait la voie la plus pratique et la plus pragmatique, et quelles sont les barrières systémiques qui existent? Oh, toute une question, n'est-ce pas? Je vais commencer avec votre dernière question. À l'heure actuelle, certaines des normes que nous utilisons et que nous continuons à élaborer sont maintenant sont passées au niveau de masse critique. Nous avons besoin davantage de ressources pour accomplir la même chose. Ils sont plus chers, plus difficiles à faire passer à grande échelle. Donc, ce n'est plus une option viable du point de vue économique. Et à ce point-là, nous avons besoin de décider de faire la promotion de ces normes pour qu'elles puissent être des normes mondiales. Cette infrastructure n'existe pas, même si certaines de ces normes sont déjà très proches d'être des normes mondiales. Elles sont ouvertes, protégées de l'IP. C'est très organisé, mais il y a toujours un certain niveau de dépendance. Il n'y a pas d'autorité qui va définir comment utiliser ces normes au même niveau. Donc, c'est une partie intégrante de la discussion sur l'interopérabilité qui, dans la conférence sur les partenariats mondiaux. Donc, nous essayons d'utiliser cette économie de grande échelle et à utiliser ces normes, non seulement en tant qu'outil local, mais aussi de la même façon que les autres pour que nous puissions ainsi bénéficier de ces avantages à grande échelle. Cela va aussi aider les fournisseurs en matière de prédictabilité, quelles sont les exigences, et il y a ensuite d'autres marchés pour eux parce qu'ils vont utiliser ces normes dans un pays et ensuite dans un autre. Donc, pour revenir à votre première question, comment concevoir cela, comment travailler ensemble, je reviens à mon point sur la responsabilité. Nous sommes tous des êtres humains, nous aimons beaucoup avoir ce genre de séances, avoir d'excellentes conversations, tous ces panels extraordinaires, mais la vraie question est, qu'allez-vous faire demain après la séance? Donc, la vraie question est la suivante. Quel comportement allez-vous changer? Quelle décision allez-vous prendre maintenant plutôt qu'avant cette conférence? Et ce processus est plutôt lent. Il y a un élément réel, humain à cette question, mais il y a aussi le besoin que les gouvernements doivent prendre responsabilité et limiter le nombre de choix que nous devons faire tous les jours sur ce sujet pour fournir davantage d'orientation, que ce soit des politiques ou un investissement.
Et cela peut prendre différentes formes dans d'autres pays. Nous l'avons vu. Bonjour, Mike Nussbaum, consultant en santé numérique de la Colombie-Britannique. Erco, vous êtes un des maîtres néerlandais. Merci pour votre présentation. Ma question concerne le fait que la santé numérique est une question internationale et je fais un suivi de la dernière question. Je soutiens cela entièrement. C'est une tendance accrue au cours des dernières années. Cependant, je suis inquiet au phénomène de populisme. Peut-être qu'on peut atteindre une limite. La loi des rendements qui diminue au fur et à mesure que le temps avance. Quelle est votre prédiction sur notre possibilité de continuer envers cette internationalisation de la santé numérique et quelles sont les barrières à surmonter? Nous utilisons des normes tous les jours déjà. Pour les pays plus populistes, ils ne vont pas dénoncer ces normes internationales sur une base régulière. Comment cadrer cette conversation? Et c'est là que les besoins locaux devraient être prioritaires. Il y a des ressources qui peuvent répondre à ces besoins locaux. Et ces ressources sont utilisées dans d'autres pays d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il faut cadrer notre marketing comme un projet de paix mondiale, interopérabilité mondiale. Bien sûr, on peut le faire ici, mais on n'est pas dans la salle la plus populiste du pays, n'est-ce pas? Donc, il s'agit d'une question de notre possibilité de traduire nos priorités en matière de normes et de bien mettre en exergue ces valeurs. Et peut-être qu'il y aura un changement en matière de valeurs. Peut-être que certaines valeurs seront plus importantes que d'autres. Et aussi remplir un besoin régional ou local. Je ne pense pas que nous devons avoir peur de ce genre de dénonciation, mais plutôt il faut penser aux besoins que nous comblons. Par définition, cela évoluera au fil du temps. La politique joue un rôle important en matière des valeurs sociétales que nous priorisons. Si nous ne pensons pas que le monde dans lequel nous vivons et que notre sphère d'influence, que nous ne pensons pas aux sphères d'influence, eh bien, il faut reconsidérer si nous faisons la bonne chose. Merci beaucoup. All right. I don't think I'm alone here, but thank you so much, Herco. Merci beaucoup, Herco. Ce fut un exposé extrêmement inspirant, festif pour clôturer la journée et aussi le grand débat entre le soccer et le football. Et je souhaite aussi féliciter les Rough Riders ce matin. J'avais planifié un discours un peu plus élaboré parce que nous sommes ici au Québec, mais ce fut toute une journée d'idées, de connexions et j'espère que vous vous sentez prêts et dynamisés pour demain. Demain, il y aura le petit déjeuner à 7 heures du matin. Ensuite, il y aura 4 séminaires à partir de 8 heures du matin et ensuite, il y aura notre conférence du matin. Le petit déjeuner sera à l'extérieur des salles de séance. Ensuite, il y aura les exposés concurrents, donc accélérer le progrès. Donc, vous pouvez choisir. Nous avons des technologies innovatrices par Heidi, des points de vue différents par Deloitte et les partenariats et accélérer le progrès par TELUS.
Et je crois que c'est tout. Je pense qu'on sait comment maintenant utiliser les services de traduction. Ça se passe très bien. Si vous choisissez une certaine conférence, vous allez pouvoir numériser le code QR pour cette salle et vous allez pouvoir entendre la présentation dans la langue de votre choix. Avant de terminer la première journée, je vous invite ce soir à la réception et qui est commanditée par Crestview Stratégie. Ça va se passer juste après cette séance et c'est la façon parfaite de terminer une journée pleine d'idées et d'inspiration. Profitez bien de la soirée de réseautage. Reposez-vous et on se voit demain pour une autre journée productive axée sur l'avancement des soins connectés. So on behalf of Canada Health Infoway, have a wonderful evening and we'll see you again Donc, tomorrow. aux soins des Forêts de Santé Canada, profitez bien de votre soirée et à demain. Merci. Au revoir.